Le voici, le voilà. Voilà. Salut. Bonjour à tous. Thomas peut en cacher un autre. C'est ça. On peut faire plein de blagues sur ce thème. Je crois que nous sommes toujours à l'écran, Elisabeth. Donc nous continuons. On va commencer par Thomas, si tu veux bien proposer Thomas. On a récupéré Thomas extrêmement rapidement. Et alors, plus sérieusement, donc ces Thomas ont une autre chose en commun, c'est cette capacité à mobiliser le meilleur d'eux-mêmes au service de tous, dont Thomas Danzambourg vient de nous parler. Et c'est ainsi que Thomas Huriez, que nous accueillons maintenant, a conçu et développe aujourd'hui 1083, l'entreprise qu'il a créée en 2007. Il va nous dire sans doute pourquoi 1083 s'appelle 1083. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette marque préfigure une nouvelle génération de marques qui valorise le Made in France, la relocalisation qui est si tendance en ces temps de crise sanitaire et aussi d'ailleurs sans doute pour sortir de la crise économique et qui valorise aussi l'économie circulaire. Moi, personnellement, je trouve hyper inspirante sa façon de s'inscrire à contre-courant de son marché et de dire qu'il a lancé une marque de jeans pour faire baisser les ventes de jeans. Thomas, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous et toutes. Je vais vous présenter une bonne vingtaine de minutes ce qu'on fait ici chez 1083, comment on s'est construit, et pour laisser un maximum de temps aux questions ensuite et du coup réagir à ce qui vous intéresse le plus. Donc moi je m'appelle Thomas Huriez, j'ai 39 ans, je suis ici dans la maison du cousin de mon grand-père à Romans-sur-Isère. J'ai grandi à Grenoble et à Annecy où j'ai fait mes études d'informatique qui m'ont bien ennuyé. Après ça, j'ai fait une licence de management pour découvrir autre chose et j'ai été embauché comme responsable informatique de l'école dans laquelle j'ai fait ma licence de management. Donc en fait, je suis retombé un peu malgré moi dans l'informatique par l'opportunité qu'il y avait dans l'école où j'ai fait ma licence. Au bout de 4-5 ans, je me suis pas mal... j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens. C'était assez cool en fait d'évoluer dans une école de commerce après avoir fait des études que techniques, que masculines en quelque sorte. Du coup, ça a éveillé plein de sens, c'était cool. Mais au bout de 3-4 ans, je m'ennuyais, je voulais du sens dans mon métier. On travaille tous au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans. Et du coup, ces secondes, ces minutes de vie, elles sont précieuses. Donc du coup, j'ai décidé de leur donner du sens à ce temps de travail. Et je me suis du coup installé à Romans, dans la ville de mes grands-parents, pour ne pas qu'ils vendent leur maison, qui est juste derrière dans laquelle j'habite là, et pour transformer cette maison de famille, qui était celle du cousin de mon grand-père, qui était en face d'une caserne militaire qui s'appelait la caserne Bon, qui a été transformée dans les années 90 en grand centre de magasin d'usine Marc Avenue. Et donc, comme on ne faisait rien dans cette maison de famille et qu'il y avait Marc Avenue en face, je me suis dit, je vais découvrir le commerce, je vais découvrir la mode. Je vais ouvrir une boutique de mode à cause de l'emplacement, à cause de Marc Avenue en face. Mais je veux du sens dans mon travail, donc je vais ouvrir une boutique de mode éthique. Ça, c'était en 2007. En 2007, le bio, le commerce équitable, c'était marginal. C'était un peu folklorique, même parfois, en termes d'offres. Mais comme moi, je n'étais pas dans la mode, je n'étais pas entrepreneur, pas commerçant, j'étais un peu imbécile heureux, je dirais. Et du coup, je n'avais pas de compétences ni de goût, ni pour la mode, ni pour le commerce. Donc, j'ai appris sur le tas. Mes premières années, mes premiers mois ont été très laborieux, puisque du coup, j'étais ni commerçant, ni dans la mode. J'avais une vision très utilitaire de la mode, où j'imaginais que comme moi, tout le monde s'habillait pour pas être tout nu, pour pas avoir froid. Et en réalité, j'ai découvert à 500 mètres d'ici, au musée de la chaussure, que la mode, c'était pas du tout un enjeu rationnel, utilitaire, mais avant tout un enjeu émotionnel, irrationnel. Quand on voit les premières chaussures dans le musée de la chaussure, elles sont pas du tout pratiques. C'est des chaussures pleines de perles ou pleines de bijoux. C'est des chaussures très hautes pour que les chefs soient encore plus les chefs. Et du coup, j'ai compris en fait à ce moment-là que la mode ne répondait pas à un enjeu pratique, mais répondait à un enjeu archaïque, émotionnel, identitaire. Quand on était tous tout nus et qu'on vivait dans des grottes, on n'avait pas besoin physiquement de s'habiller parce qu'on était poilus. Mais par contre, on se parait déjà de bijoux, de tentures, de trucs qui faisaient plus beau, qui faisaient se sentir bien tout simplement. Et donc du coup, quand j'ai compris ça, ça a changé complètement ma vision de la mode, puisqu'en gros, jusque-là, je vendais des vêtements avant tout pour le fond, c'est-à-dire qu'ils soient le moins nocif, voire le plus positif en termes d'impact sur l'environnement et sur les gens. Mais ce fond ne suffisant pas à toucher les gens, j'ai décidé d'étoffer ma gamme
pour le dire de manière très triviale, vendre des bonnets péruviens super éthiques, c'est cool intellectuellement, mais en fait, personne n'en porte, donc, en tout cas chez nous. Et donc, du coup, ça ne fait pas avancer le schmilblick, puisqu'en fait, on ne touche que les gens qui sont au moins aussi d'accord avec soi. Et on ne touche pas du tout monsieur, madame, tout le monde, son cousin, ses parents, ses frères et sœurs, qui ne sont pas dans ce trip un peu trop engagés. Et en fait, du coup, de 2007 à 2010, cette mode éthique, elle était très engagée, mais pas du tout populaire. Et au fur et à mesure que j'ai appris ce métier de commerçant et de la mode, ça m'a frustré de plus en plus parce que du coup, je trouvais dommage de mettre tant d'énergie pour défendre des valeurs qui n'étaient comprises que par des gens qui étaient déjà d'accord avec. Et du coup, au bout de 4-5 ans, j'ai bien maîtrisé mon métier de commerçant, j'ai appris à aimer la mode, le commerce, l'entrepreneuriat. Et ces marques qui faisaient des vêtements très éthiques mais pas très beaux, au fil de l'eau, ont fermé parce qu'elles ne trouvaient pas leur clientèle. Et donc, à ce moment-là, plutôt que de fermer moi-même par manque d'offres, alors que je commençais à devenir en maîtrise de mon sujet, j'ai décidé de créer ma propre marque pour remplir mon magasin de ces marques qui fermaient et essayer de toucher tout le monde. Et en fait, j'ai eu 2 révélations. La première, c'est au niveau du style. Et il fallait sortir du bonnet péruvien, sortir de la marge et essayer de toucher tout le monde. Et donc, la mode, le vêtement, c'est un médium. Et le bonnet péruvien, c'est pas le médium le plus populaire qui soit. Donc, j'ai pris le contre-pied et je me suis intéressé au jean. Parce que le jean, tout le monde le porte, c'est hyper symbolique, hyper mondialisé, hyper polluant, hyper concurrentiel. Et je me suis dit, tiens, si on arrive à le faire autrement, ce serait un super symbole. Et pour le coup, là, ça touche tout le monde. Parce que les hommes, les femmes en portent, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans. Et donc, enfin, ça peut faire un médium universel de ces idées que je pense universelles. En 2007-2010, respecter les gens, respecter l'environnement, c'est un peu marginal. Mais en vrai, personne n'est pour travailler des enfants, personne n'asperge son jardin de pesticides. Donc en fait, au fond, nous, personne n'a envie, l'immense majorité des gens n'a pas envie de faire du mal ni aux gens ni à la planète. Par contre, c'est nous qui portons ces valeurs-là qui devons donner les moyens aux gens d'y accéder le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut faire des bons produits, pas trop chers, et qui donnent envie d'être portés, utilisés. Et donc, le jean me paraissait être un médium super intéressant, d'autant plus que dans l'histoire du jean, ce qui est marrant, c'est que c'est un vêtement qui appartient un peu à tout le monde. Pour les Américains, c'est américain, c'est le rêve américain. Pour l'Asie, c'est asiatique parce que c'est eux qui en fabriquent le plus grand nombre. Pour les Italiens, c'est italien parce que le nom de jean vient de la ville de Gênes. Et pour les Français, c'est français, puisque la toile de jean s'appelle le denim et doit son nom à la ville de Nîmes. Donc c'est génial, en fait, c'est vraiment un vêtement que même dans son identité, dans son nom, il appartient à tout le monde, en quelque sorte. Chacun voit midi à sa porte. Et donc, ça en fait un médium merveilleux, puisque du coup, finalement, tout le monde peut se projeter avec, tout le monde en a besoin, tout le monde aime son jean. C'est un vêtement qui est aussi intéressant parce que plus il s'use, plus on l'aime, plus il est patiné. Un vêtement uni, un pantalon bleu uni, un chino bleu par exemple, uni bleu, avec un trou, c'est poubelle. Un jean qui s'est patiné, machin, etc., qui a un trou, c'est pas poubelle, c'est encore plus cool presque. Donc du coup, c'est marrant comme, du coup, ça, finalement, le côté usure, visible, prolonge la vie du pantalon, parce qu'en réalité, le trou, il arrive au même moment dans le chino et dans le jean. Sauf que dans le jean, c'est moins grave que dans le chino, voire c'est même cool dans le jean. Donc voilà, il y a plein de notions dans le jean qui sont hyper intéressantes. Et la deuxième révélation, c'est que quand je me suis intéressé au jean, j'ai regardé un peu comment ça se passait dans la mode, parce que moi je connaissais la mode éthique, mais c'est une bulle toute petite à l'époque et un peu marginale. Et en fait, en m'intéressant au jean, je me suis aperçu que quand on regarde l'étiquette de prix entre un jean H&M et un jean Levi's, il y en a un qui vaut 3 fois le prix de l'autre. Bon, pas de surprise, il y en a un 30 balles, un à 100 balles. Mais par contre, quand on glisse de l'étiquette de prix à l'étiquette de composition, ces deux jeans si différents, il y en a un qui vaut 3 fois le prix de l'autre, se révèlent être un peu les mêmes, puisqu'ils sont fabriqués dans les mêmes pays et avec les mêmes matières premières. C'est ce que vous découvrez sur l'étiquette de composition du jean. Donc là, vous vous dites, non, c'est bizarre, en fait, le même jean, il y en a un qui est vendu 3 fois plus cher de l'autre, qu'est-ce qui se passe? À coût du travail égal, ils sont vendus pas du tout au même prix. Quel est le truc, du coup? Et du coup, est-ce que cette histoire qu'on nous bassine du coût du travail en France, qui serait la cause de tous nos maux, est-ce que c'est vraiment le sujet? Parce qu'en réalité, on voit que quand on achète un jean H&M, il est fabriqué au même endroit que le jean Levi's, sauf qu'il est vendu 3 fois plus cher le jean Levi's. Donc peut-être il y a un truc bizarre.
À Romans, on a une culture très industrielle grâce à l'industrie de la chaussure. Et dans le temps, les ouvriers de la chaussure pouvaient acheter en quelque sorte les chaussures qu'ils fabriquaient. Je ne suis pas certain que les ouvriers qui fabriquent les jeans Levi's au bout du monde soient en capacité, avec leur salaire, et de manger et d'acheter leurs jeans Levi's. Donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est vraiment une question de modèle économique, certainement, avant d'être un problème de coût du travail. Et j'ai réalisé en fait que quand Levi's achetait son jean pour le vendre 100 euros, il devait l'acheter 10 euros avec les niveaux de marge et de pub qu'ils sont obligés de faire pour exister, pour vivre, pour être connus. Quant à H&M, et ben en fait, ils font comme Jourdan, ils sont sur une forme de circuit court, bien sûr pas en kilomètres, mais en nombre d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'acteurs entre le fabricant et le consommateur. Dans le cas de Jourdan, donc pendant les 30 Glorieuses à Romans-sur-Isère, capitale de la chaussure, ce circuit court, il était la conséquence du fait que la marque, c'était aussi le fabricant. Donc il y avait un premier acteur, la marque qui est le fabricant, qui vend à un deuxième acteur, qui est le commerçant, qui vend à un troisième acteur, qui est le consommateur. Donc en fait, il n'y a que 3 acteurs dans cette filière. À partir des années 80, quand ces entreprises historiques ont été vendues à des gestionnaires qui ont fait un gros chèque du coup pour l'acheter, et ben en fait, ces gens sont devenus des intermédiaires en quelque sorte. Ils ont souvent sous-traité la production. Donc du coup, on est passé de 3 à au moins 4 acteurs, puisqu'il y avait le fabricant, la marque qui s'est désolidarisée du fabricant, le distributeur et le consommateur. Tout ça a fait que la filière s'est alourdie. On est passé de circuit court à circuit lourd. Et là, on revient à des circuits courts depuis que la grande distrib, les Decathlon, les Carrefour, les H&M, ont le même modèle économique quelque part que toutes les DNVB, c'est-à-dire 1083, le C français et compagnie, Balzac et compagnie, et que Jourdan, c'est-à-dire retour au circuit court, avec pour le coup là une production sous-traitée, la marque qui est intégrée au commerce, H&M, Decathlon, les produits Carrefour, les produits U, les produits Leclerc, etc. Et le consommateur. Et donc en fait, 1083, je me suis dit en 2013, en fait, on ne va rien inventer, on va juste prendre le modèle économique qui est le plus performant. On ne va pas chercher à acheter pas cher, on va chercher à vendre pas cher. Donc on va choisir un modèle économique qui permet de le faire, et donc être sur une forme de circuit court, comme Jourdan, comme H&M, comme Decathlon, comme Zara. Bref, on va faire du Made in France abordable grâce à notre compétitivité. Peut-être qu'en réussissant à s'organiser pour vendre pas cher, on pourra se permettre d'acheter plus cher. Et donc cette pensée-là m'a conduit à essayer de fabriquer un prototype de jean que j'espérais vendre 100 euros, comme Levi's, mais avec le même modèle économique qu'H&M, c'est-à-dire un coiffe de 3 au lieu du coiffe de 10. Et là, je me suis aperçu que du coup, j'avais 33 euros, 100 divisé par 3, pour essayer de fabriquer le plus possible du jean en France. Et la surprise, avec 33 euros, je me suis aperçu que je pouvais confectionner en France, tisser en France, filer en France, et même acheter du coton bio. Et donc, en fait, la compétitivité de notre modèle, elle n'est pas du tout liée au fait d'acheter pas cher, elle est liée au fait de vendre pas cher et de tout faire du coup pour engager les gens, notre communauté, nos clients, nos salariés, nos sous-traitants, à porter ce message-là. Alors du coup, comment on fait? Parce que du coup, quand on vend pas cher, on a moins de moyens que Levi's pour faire de la pub. Et bien en fait, on fait pas de pub, ou beaucoup moins. La pub, pour moi, c'est comme prendre un gros porte-voix, acheter un gros porte-voix et crier le plus possible. Nous, on ne cherche pas à crier. On n'a pas la force, les moyens, l'argent pour crier. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens nous entendent loin? Et bien en fait, on essaie de chuchoter des choses intéressantes pour que les gens les répètent autour d'eux. Et finalement, on va aller aussi loin qu'en criant, sauf qu'en fait, on ne va pas le faire tout seul, on va le faire avec une équipe de consommateurs, de clients, etc. Et donc ça, c'est le modèle 2083. Ça a démarré en financement participatif en 2013. On espérait vendre 100 jeans, on en a vendu 1000. À l'époque, c'était vraiment surprenant. Moi, j'étais petit commerçant, tout seul avec mon petit frère à Romans-sur-Isère. Donc, c'était un projet vraiment très contenu. Et au final, on en a vendu 1000. Et puis, ça s'est accéléré très vite. En 2013, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. En 2019, on a clôturé à 8 millions. Donc, c'est extraordinaire pour nous. On est 70 aujourd'hui dans l'entreprise. Mais c'est vraiment minuscule au niveau du marché français.
puisqu'en 2020, on aura vendu à peu près 50 000 jeans. C'est énorme pour nous parce que on reconstruit la filière, donc c'est laborieux au beau sens de labeur de recréer tous ces ateliers, ces filatures, ces tissages, ces ateliers de confection. Et on est obligé d'en reprendre certains ou d'en créer d'autres, de créer des écoles pour y arriver. Donc c'est énorme d'efforts pour nous, mais ça représente que 0,05% du marché français, puisque nous tous consommons en France un jean et demi par an et par personne, c'est-à-dire 88 millions de jeans. Donc nos 50 000 jeans, du coup, c'est très modeste. Et on voit qu'on a un potentiel de création d'emplois incroyable avec des produits au prix du marché, simplement parce que toute la valeur ajoutée du jean, elle est locale. En réalité, à part le coton, tout le reste est fait en France. Donc ça, c'est en gros le concept 2083, avec une démarche de cohérence, de transparence totale, la volonté ferme et assumée de faire du Made in France et de l'éco-conception au maximum, et de partager tout ce que l'on vit, de cool et de moins cool, de galère et de facile. On a une mission qui est inscrite au cœur de l'entreprise dans nos statuts depuis 4-5 ans, qui est amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Donc tous les choix qu'on fait, ce n'est pas le choix de Thomas Huriez ou le choix de Charline ou Jessica, dont les bureaux devraient être à côté, mais Covid oblige, télétravail oblige, elles ne sont pas là, c'est pour ça qu'il y a du silence. Ce n'est pas nos choix personnels en fait, qui nous guident, on fait tout le temps référence à la mission. Donc en fait, par exemple, on doit s'acheter des bureaux. Là, je parlais du bureau dans lequel je suis. Comment on fait pour amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire? On ne va pas l'acheter à Ikea ou sur un catalogue de bureaux professionnels. On va aller voir les voisins, les artisans voisins. Et du coup, je vais voir si j'arrive à vous les montrer. Ils n'ont rien de spécial, les bureaux. Ils sont vraiment ultra normaux. C'est des tables. Mais on les a simplement faites localement avec un menuisier. Les pieds, on les a dessinés nous-mêmes et un ferronnier les a fait du coin. Ça nous a coûté moins cher que d'acheter du mobilier professionnel. Ils sont parfaitement adaptés à nos besoins. Et on a répondu à notre mission. Et on peut parler de quelque chose de pas du tout intéressant, nos bureaux. Mais ces bureaux, ils parlent de nous comme tout ce que l'on fait. Et du coup, cette cohérence-là, elle est très engageante parce que finalement, tout le monde voit la sincérité de notre démarche. Et en même temps qu'on a ces exemples visibles donc voilà, tout est comme ça, itératif. Je vois qu'il y a des questions qui défilent un petit peu. Je réponds pendant. Vas-y, si tu finis ton. Oui, pas tout de suite. Et, ok, ça marche. C'est des commentaires, ce n'est pas des questions pour le moment. Ok, parfait. Mais justement, n'hésitez pas à poser des questions et Thomas répondra. Cool. Donc notre mission, c'est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. 1083, on est rentable depuis le début. On a fait une levée de fonds il y a 1 an et demi, mais pour des projets externes, je dirais. Et du coup, tous les profits que l'on fait, et on cherche à en faire un maximum, ils servent cette mission-là. Donc, en même temps qu'on a cette mission, on a dans nos statuts aussi un écart de salaire limité à 1 pour 5 maximum. On en est loin aujourd'hui, parce qu'on n'est même pas 1 pour 2, mais bon, on progresse. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on gagne chacun en confort dans l'équipe. Et donc, cette mission, elle nous amène à investir sur notre projet de R&D pour l'économie circulaire. Et donc, cette économie circulaire se concrétise par 3 projets qui ont déjà vu le jour. En 2018, le pull volontaire, qui est un pull fabriqué à partir de fibres issues des vêtements de pompiers que l'on a recyclés en France, tricotés en France, confectionnés en France pour faire un pull volontaire. Et donc, ce volontaire, il est écrit sur la poitrine. Alors, ce n'est pas le pull que j'ai mis là. Mais ce volontaire, je mets que des pulls rouges et ils sont bleus, donc c'est pour ça, je suis désolé. Et pourquoi ils sont bleus? Parce que les vêtements de pompiers sont bleus. Et du coup, comme on les récupère, on n'a pas besoin de les reteindre. Donc, on évite une étape qui est polluante grâce à la récup. Une fois que cette fibre elle est faite, on va en faire un pull. Ce pull, il sera d'autant plus facile à recycler à la fin de vie de ce pull qu'il n'y aura pas d'éléments différents du pull, de la maille. Donc, comment on fait pour écrire volontaire le nom de cette gamme-là sur un pull sans autre matière que le pull lui-même? Et bien en fait, simplement par les points de maille où on a dessiné finalement le mot volontaire. Et volontaire, ça sert à parler et du volontarisme pour l'économie circulaire, et c'est une collab avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers
pour inciter les gens à faire du volontariat chez les pompiers, puisque du coup, ils en manquent. Donc ça, c'est le premier projet 2018. Le deuxième, c'est un projet de jean infini. C'est un jean 100% recyclé, 100% recyclable et consigné. Alors c'est marrant parce que dans ce projet, tout le monde croit que l'innovation, c'est de faire un jean recyclé. Ce jean recyclé, il est en polyester recyclé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le polyester, c'est dans les fibres textiles, il y a des fibres plastiques. Plein de fibres plastiques sont, sont irréversibles, c'est-à-dire que c'est un peu comme un gâteau, vous pouvez le cuire, mais vous ne pouvez pas le décuire. Et bien, la plupart des plastiques, vous ne pouvez pas le décuire. Donc, du coup, comme vous ne pouvez pas le décuire, ben, du coup, il n'y a pas d'intérêt de recyclabilité. Par contre, le polyester, c'est une fibre qui est comme l'eau et la glace, c'est le même composant qui change d'état. Et du coup, vous pouvez fondre du polyester pour refaire un fil neuf. Et donc, c'est pour ça que les bouteilles plastiques, c'est intéressant de les récupérer. Et donc, avec ces bouteilles de plastique, depuis au moins 30 ans, on fait des polaires en bouteilles plastiques. Ça n'a rien d'innovant. Quand j'étais petit, mes parents m'achetaient ça. Donc, en fait, faire un jean ou une polaire ou un vêtement recyclé, pardon, mais ça fait 30 ans que ça existe. Donc, notre innovation, c'est pas du tout d'avoir fait un jean recyclé. Par contre, ce jean recyclé, en tissu recyclé, on l'a fait monomatière, donc 100% polyester recyclé, pour qu'il soit facilement recyclable. C'est-à-dire que dans le détail, le fil à coudre, les étiquettes, les boutons, tout ça, c'est du polyester, de telle sorte à ce qu'en fin de vie, il n'y a rien d'autre à faire qu'à fondre le jean pour refaire un fil et un jean neuf. Donc trop cool, il est 100% recyclé, 100% recyclable. Vendons-le. Oui, mais si on le vend comme ça, ben en fait, il va être recyclé, recyclable, mais en fait, on ne va pas permettre à la boucle de se fermer, puisque du coup, comment le consommateur va savoir comment le recycler? Et donc, pour régler ce comment, on a décidé de consigner le jean. Donc, ces jeans sont vendus 100 € plus 20 € de consigne. Et du coup, grâce à cette consigne, on va récupérer les jeans en fin de vie. Quand même 20 € pour que les gens ne le rendent pas, il faut le vouloir. Donc, ils vont nous rendre à nos frais, c'est dans notre modèle économique, le jean, c'est-à-dire qu'ils vont nous envoyer par la poste et nous, on va payer l'affranchissement. Et du coup, lorsqu'on aura récupéré suffisamment de jeans de nos clients, on va pouvoir refaire un fil et refaire un jean. La seule dégradation de cette matière recyclée, c'est que comme elle aura été teinte en bleu, le fil recyclé sera forcément bleu, ou plus sombre. On pourrait le surteindre en noir, par exemple. Mais nous, ça nous va bien, on s'en fout, on fait des jeans bleus, donc du coup, aucun problème à ce que les jeans neufs héritent de la couleur des vieux jeans. Il n'y a aucune difficulté. Donc ça, c'est le projet infini. Et le troisième projet, donc le jean infini, il est en vente depuis 1 an à peu près. Pareil, c'est une super campagne de financement participatif. Et depuis, il va faire des petits, c'est-à-dire qu'on a sorti la veste infinie avec Opal. C'est rigolo, d'ailleurs, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon la porter sur France Inter là, il y a 3 semaines. Mais il ne la portait pas lors de son annonce. Là, quand même, j'ai regardé du coup, et il avait une veste beaucoup plus, beaucoup plus président. Enfin, candidat en tout cas. On a du coup fait une collab avec Opal. On va faire une collab de maillot de bain infini, pareil, 100% polyester recyclé avec le style français. Bref, voilà, on avance comme ça avec plein de partenaires sur des produits complémentaires pour faire connaître cette démarche d'économie circulaire réelle. Parce que, pardon, une petite parenthèse, l'économie circulaire, c'est trop cool, mais c'est trop cool si ça reste de l'économie circulaire. Ça ne peut pas être pour moi le nouveau nom du recyclage. Recyclage, c'est recycler, mais c'est pas éliminer la poubelle. C'est trop bien le recyclage, et il faut qu'on retarde la poubelle au maximum. Mais l'ambition de l'économie circulaire, c'est d'enlever la poubelle, voire de vider nos poubelles de ce qu'il y a dedans. Et l'ambition du jean infini, c'est réellement ça, c'est-à-dire on prend des déchets de mer et des bouteilles plastiques, on en fait un fil, on fait des jeans avec ce fil recyclé, et ces déchets recyclés sont enfermés dans une boucle de jean grâce à la consigne, et du coup, il y a plus de, on vide les poubelles finalement du plastique. Et cette ambition sur le plastique, on l'a aussi sur le coton. Ça, c'est le projet Mon Coton. Pour faire un jean, il y a 8 étapes. La filature, la teinture, le tissage, la coupe, l'ennoblissement, la confection, le délavage et la première d'entre elles, la culture de coton. Et cette dernière étape, qui est la première, c'est la seule qui nous reste à relocaliser. Et donc, pour relocaliser le coton en France, il y a 2 pistes. Soit continuer la vie effrénée que l'on a, et du coup, grâce à l'accélération du réchauffement climatique, on aura peut-être le climat qui nous permettra de cultiver du coton en France. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution. L'autre piste, c'est d'utiliser un gisement qui est en masse dans les pays occidentaux, c'est les anciens vêtements. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à extraire le coton de vieux jeans, c'est-à-dire détisser des jambes de jeans pour en récupérer le coton originel
et refaire un fil neuf avec. Donc ça, c'est un projet qui a été cofinancé dans les recherches au début, il y a 4 ans, par la BPI, puis par Refashion, ex-EcoTLC, c'est l'éco-organisme du textile. Et là, l'an dernier, on a été lauréat du concours d'innovation de l'ADEME pour industrialiser ce projet-là dans notre usine Tissage de France, qui est dans les Vosges, qui était notre sous-traitant, qui était en redressement judiciaire en 2018 et qu'on a repris pour pas qu'il ferme, pour sauver le savoir-faire de tissage et de filature. Et donc, avec Tissage de France, on a 2 projets phares: recycler des jeans pour faire des jeans neufs avec. Et comme on cherche des gisements homogènes pour en faciliter le recyclage, on travaille sur le linge de maison, c'est-à-dire permettre à des marques, des enseignes qui seraient intéressées pour permettre à leurs clients de ramener leurs vieux draps, de refaire, d'extraire le coton de ces vieux draps pour refaire des draps neufs disponibles dans le même magasin que la borne de collecte. Et ainsi permettre aux commerçants, aux grandes surfaces, à tout le monde, aux consommateurs d'être acteurs de l'économie circulaire locale, c'est-à-dire collecter, produire et revendre dans le même pays des biens de grande consommation. Et donc le linge de maison nous paraît intéressant parce que du coup, il y a peu d'éléments externes comme des boutons, dérivés, etc. Donc c'est relativement facile à recycler. Donc ça, c'est en un quart d'heure, 20 minutes, la présentation de 1083. Ce qui est notre force, je crois, c'est la constance que l'on a eue depuis 13 ans dans notre démarche. En gros, on ne fait pas vraiment référence au sens du vent, on ne fait pas vraiment référence à autre chose qu'à notre mission et qu'à notre intuition. Et du coup, cette référence systématique à ce qui nous unit tous dans l'équipe, c'est ça qui fait qu'à force, en fait, on s'obstine tout le temps dans le même sens parce que ça nous paraît logique et cohérent. Et du coup, on trouve des pistes que d'autres ont éliminées d'un revers de main parce qu'ils n'y avaient pas pensé, ou souvent parce que non, ça ne se fait pas comme ça, donc on ne le fait pas. Et en réalité, nous, on remonte très souvent aux questions racines, donc la règle des 5 pourquoi. On se demande pourquoi autant qu'on peut, jusqu'à remonter au sujet racine. Et en fait, en remontant comme ça, ou en se posant des questions, ou en essayant tout, en réalité, et ben en fait, 99 fois sur 100, on trouvait rien d'autre que ce que nous avaient dit ceux à qui on avait posé la question. Mais une fois sur 100, on trouve quelque chose de différent, comme ce modèle économique dont je vous parlais, ou comme cette R&D sur l'économie circulaire. Et 100% de nos ruptures sont issues de ce 1% pour lequel on s'est obstiné. Donc c'est, je dirais, notre principale qualité, c'est cet acharnement à s'intéresser à tous les sujets pour remonter à la racine à chaque fois. Et tout ça, on le partage, on le raconte à nos clients. Donc cette transparence, cette démarche d'amélioration continue, c'est le chemin en fait. Et on ne vend rien d'autre que le chemin en réalité. On ne vend pas des produits les meilleurs du monde, on ne vend pas les produits les plus beaux du monde, on fait du mieux possible tout le temps. Et on explique et on partage pourquoi on le fait. Donc concrètement, on dit tout sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Depuis 7 ans, on fait ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Remade en France, qui dit toutes les coulisses et les astuces, les pensées qu'il y a derrière 1083, toutes les galères aussi. On fait visiter nos ateliers, on co-construit des modèles avec nos clients. Tout ça, c'est par nature. Et comme c'est par nature, c'est sincère. Et comme c'est sincère, et du coup, c'est engageant. Donc ce surengagement, c'est ce qui nous évite de payer... c'est ce qui nous évite de payer de la pub. Dans le e-commerce, c'est 15 à 20% généralement du e-commerce qui permet de faire de la pub. Nous, on est entre 3 et 5% de notre chiffre d'affaires. Donc, les 10, 12, 15% d'économies que l'on fait en publicité de marge, c'est énorme. C'est ce qui nous permet de financer la relocalisation. Ce surengagement, il permet aussi aux uns aux autres de supporter des salaires qui montent petit à petit. Et plus on a des responsabilités chez 1083, plus on est un peu en décalage avec les salaires du marché, mais on vit une aventure géniale et du coup, on supporte en quelque sorte, ça compense en quelque sorte cette patience dont on doit faire preuve pour avoir les salaires de nos collègues de promo qui sont dans d'autres boîtes, qui gagnent beaucoup plus, mais qui passent leur week-end à se plaindre de ce qu'ils ont fait de la semaine. Donc du coup, c'est ce surengagement qui permet de tenir tout le monde et d'amener chacun dans l'amélioration continue. Et un petit dernier mot peut-être sur l'équipe. J'essaie là de vous partager un peu le maximum de notre culture.
pour finir sur l'équipe, pour l'équipe, on ne fait rien pour motiver les gens chez 1083. On fait tout pour ne pas les démotiver. Quand on démarre dans une aventure entrepreneuriale, on arrive au taquet. Le premier jour d'un boulot cool ou d'un boulot, on est au max normalement. Donc en réalité, on ne peut pas monter plus, on est au max. Donc tout l'enjeu, c'est de ne pas descendre. Et donc nous, on ne cherche pas à faire monter les gens, on cherche à ce qu'ils restent au max. Et donc si on donne du sens, les moyens de travailler, et qu'en tant que chef d'entreprise, j'élimine toutes les parties frustrantes, le voisin avec qui on ne s'entend pas, l'ordinateur qui ne marche pas, le néon qui clignote au-dessus, ou des frustrations humaines ou, je dirais, techniques, ou, je ne sais pas, stratégiques. Et bien, en fait, mon job, c'est d'éliminer tout ça. Et donc, je ne cherche à rien faire d'autre qu'à éliminer tout ça pour que chacun dans l'équipe soit le plus aligné avec ce pourquoi il est venu au début, ce qui a été très clairement dicté, puisque c'est au cœur d'entreprise avec notre mission et les projets qu'on a confiés à la personne. Et donc, du coup, on ne fait pas de séminaire, on n'emmène personne en week-end, etc. On organise des randos entre nous, mais c'est spontané, comme ça émerge, je dirais, par groupe d'amis dans l'équipe. Et en fait, on n'a pas cette culture du week-end ensemble, etc., du team building, parce que si on ne traite pas avant tous les éléments frustrants, et ben en fait, dès le retour le lundi matin de ce super week-end team building, et ben en fait, les frustrations gomment tous les bénéfices du week-end passé ensemble. Donc voilà, c'est d'une manière un peu simpliste, mais le temps est court. C'est juste ce qui fait un peu l'identité de notre aventure. Et c'est en perpétuel mouvement. Et ce qui est cool, c'est de pas trop savoir ce qu'on va faire demain. On aime bien vivre sur ce chemin enchanté, comme dirait le Thomas précédent. J'ai beaucoup aimé ce mot. Voilà. Merci Thomas. Merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions. Je vais essayer d'en regrouper peut-être 2 ou 3 là. Il y a évidemment une question, parce que j'avais dit que tu allais en parler, comme tu n'en as pas parlé, sur pourquoi 1083 s'appelle 1083. Ah oui. Et il y a pas mal de questions sur le modèle économique, des questions qui disent mais finalement le Made in France c'est cool, mais c'est pas forcément synonyme d'excellence. Donc quelle est ta vision de la qualité? Est-ce que vous faites des audits santé, sécurité, environnement chez les fournisseurs en France pour être sûr que les pratiques sont bonnes? Et notamment, il y a une autre question qui consiste à dire, mais finalement, Laurence, je crois, qui posait cette question, qui dit le textile est une industrie qui est notoirement polluante. Finalement, est-ce que c'est si intéressant que ça de la relocaliser en France? Est-ce que ça ne ramène pas de la pollution? Ou finalement, est-ce que plus tu vends, plus tu pollues? Comment est-ce que tu contournes ces obstacles? Alors, n'oublie pas de dire pourquoi 1083. Ouais, pardon, c'est une faute professionnelle que j'ai fait là. Si mon patron m'entendait. 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ça va de Menton au sud-est à Port-Spoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc, ça fait une diagonale. Et donc, ces 1083 km symbolisent la distance maximale qu'il y a entre l'atelier de fabrication du modèle et le consommateur. Et derrière tout ça, en fait, il y a la notion de proximité. C'est pour moi une notion majeure. C'est celle qui m'intéresse de porter. Ce monde où rationnellement on sait tout ce qu'il ne faut plus faire. Pour ceux qui fument, fumez-tu, c'est écrit sur le paquet, mais on fume quand même. Rouler à plus de 90 km/h, on le fait quand même. Manger trop de chocolat, on le fait quand même. Enfin bon, bref, on est des êtres irrationnels. Et tant mieux, le jour où on ne l'est plus, c'est qu'on est des robots. Donc en fait, on peut attendre que tout le monde ait rationnellement compris, et que soi-même, on ait tout compris de ce qu'il faut faire bien pour que la planète et que nous tous, on aille mieux. Mais en fait, ce n'est pas le bon chemin selon moi, parce que finalement, le rationnel, on n'y arrive qu'à la fin du chemin. Or, sur plein de sujets, à titre personnel et les uns les autres, on est loin d'être à la fin du chemin. Et donc, il ne faut pas chercher des leviers rationnels. Ils ne sont pas suffisants, il faut chercher des leviers émotionnels, irrationnels. Et à mon sens, le levier émotionnel, irrationnel le plus impactant, c'est la proximité. Parce que quand on est proche les uns des autres, en fait, on se comporte mieux. Quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, pareil, ça nous saute aux yeux, et donc on agit différemment. Si c'était nos enfants qui, dans nos caves, fabriquaient nos vêtements, ça nous ferait plus drôle que de les acheter dans un magasin à des milliers de kilomètres d'une cave qu'on ne connaît pas et d'enfants qu'on ne soupçonne pas. Donc voilà, cette proximité, c'est ce dont je voulais parler. C'est pour ça que 1083 s'appelle 1083. Ça joue aussi sur la pollution, du coup, ça répond partiellement au point. Pardon ? Ça répond partiellement au point sur la pollution. C'est-à-dire que si tu rapproches de nous une industrie polluante, tu as une sorte de contrainte de la rendre moins polluante? Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est compliqué de polluer quand c'est chez soi. Enfin, je veux dire,
je ne sais pas s'il y a beaucoup de cultivateurs personnels qui, le week-end, mettent du Roundup sur leurs tomates avant de les manger. C'est tellement proche de soi, en fait, qu'on ne le fait pas. Alors que ces pesticides, quand on ne les voit pas, ben on est imbécile devant, en quelque sorte. C'est pas qu'on est irresponsable, c'est qu'on est irresponsable parce qu'en fait, on n'a pas le moyen de vivre, de toucher, de comprendre la responsabilité d'acheter pas bio, par exemple. Et donc, du coup, cette proximité, elle est très puissante. Alors, effectivement, faire localement, c'est beaucoup moins polluant. L'impact est énorme. Déjà, le premier impact du textile, c'est la quantité de vêtements qu'on produit et qu'on achète dans le monde. Au-delà des procédés, on consomme trop, il faut arrêter, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, nos armoires sont pleines, nos poubelles sont pleines, on consomme trop de vêtements, on les porte trop peu, quand bien même ils sont de mauvaise qualité, il y en a plein de bonne qualité qu'on ne porte plus, donc c'est vraiment une hérésie totale. Alors comment on fait du coup pour diminuer la quantité de vêtements produits? Eh bien, on donne du plaisir à consommer des vêtements de bonne qualité, et on fait des vêtements qui durent le plus longtemps possible. Donc produire en France, grâce à la proximité, c'est le meilleur moyen de donner du plaisir aux gens d'acheter local et d'acheter mieux. Quand vous achetez une bouteille de vin au supermarché, elle a un certain goût, un certain prix. La même bouteille de vin au même prix que vous achetez chez le vigneron, ben, elle sera meilleure, elle sera moins chère, alors qu'elle est au même prix que c'est la même. Et donc cette partie émotionnelle, elle est très puissante. Et pour nous, c'est le meilleur moyen de remplacer ces pulsions de plaisir de la société de consommation, où on a des micro-kiffs au fur et à mesure qu'on s'achète des bricoles, et de remplacer ces micro-kiffs par des plaisirs profonds, autrement plus réjouissants, par une consommation toujours avec plus de plaisir en réalité. Et donc, on cherche à provoquer un plaisir différent aux consommateurs, par la proximité, par la découverte, par le temps qu'on se donne d'acheter des choses différentes. Et ça ne veut pas dire que les vêtements sont forcément de meilleure qualité, parce que la qualité, c'est une démarche d'amélioration continue. Les premiers jeans 1083, ils avaient plein de défauts. Les deuxièmes, on en a un peu moins. Les troisièmes, on en a un peu moins. Ceux d'aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Mais moi, j'ai hâte de voir ceux de demain qui en auront encore moins de défauts. Et donc, notre promesse, c'est pas de faire les plus beaux vêtements ou les plus résistants du monde. C'est la promesse de partager une démarche d'amélioration continue vertueuse avec nos clients et de vivre un bon moment tous ensemble grâce à ça. Voilà. Donc, cette qualité, c'est le Made in France. On peut faire de la merde en France, il n'y a pas de problème. Mais sauf que c'est plus dur de le faire à côté de ses voisins. Et donc, nous, on dit que la proximité, c'est le meilleur moyen de faire des beaux produits et de consommer mieux en quelque sorte. Et donc le Made in France, ça pollue moins parce qu'il y a moins de kilomètres, parce qu'on est en Europe et du coup il y a des choses qui sont interdites partout dans le monde, qui sont autorisées dans le monde et qui ne sont pas autorisées chez nous, et ça nous protège. Ces fameuses normes de l'Europe, certaines, on ne les comprend pas. Et il y en a une bonne partie d'entre eux qui nous protègent quand même au niveau de nos rivières. D'ailleurs, quand nos teinturiers ils analysent l'eau dans leurs effluents, ils sont obligés de faire ça. Quand c'est des tissus français européens, eh ben, ils traitent des produits qui sont clean et du coup l'effluent est facile à traiter. Par contre, quand ils traitent des produits importés, ce qui est encore majeur, ils retrouvent des produits dans nos rivières qui sont interdits depuis 20 ou 30 ans en France. Donc en fait, on importe des produits polluants par la fin de transformation des produits semi-finis en quelque sorte. Et il y a un autre élément hyper important au-delà des kilomètres et des procédés, c'est l'énergie. La production d'énergie en Europe et en France est 200 fois moins impactante sur l'environnement, et notamment sur les gaz à effet de serre, que l'énergie en Asie, à cause du charbon. Donc un impact de 0 à 200 juste en déplaçant la production, c'est juste énorme. Et c'est lié à la consommation d'énergie. Et il y a 1 ou 2 mois, d'ailleurs, il y avait un truc intéressant, c'est que la France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Très bien, bravo. On réduit, on va baisser, on progresse. Cool, je ne sais plus à quel niveau, mais c'est bien. Par contre, les émissions de gaz à effet de serre de toute la consommation importée a explosé. Donc en gros, la façon la plus bête de faire croire qu'on progresse, c'est de délocaliser finalement, puisque du coup, on déplace les émissions de CO2 d'un pays ou d'une région du monde à une autre, mais finalement, ce CO2, il est pour tout le monde, et du coup, en fait, on ne règle pas le problème. Donc, relocaliser, oui, c'est une manière puissante de polluer moins, grâce à notre mode de production d'énergie, et grâce à la proximité, et à l'engagement de la proximité que ça suscite. Thomas, Donc,
Voilà. J'ai d'autres questions à te poser. Et alors, donc, comme il nous reste malheureusement plus que petite 10 minutes, je vais essayer de faire une synthèse sur de pas mal de questions et que peut-être on pourrait appeler l'effet contagion positive. Et donc réunir plusieurs questions qui diraient en fait, est-ce que tu as inspiré d'autres acteurs de textile et jusqu'à faire une filière 100% française? Quels sont tes projets de développement? Est-ce que du coup, autour de toi, à Romans, ça donne d'autres idées, ça redéveloppe des choses? Comment continuer à croître? Est-ce que tu vas continuer dans le jean ou est-ce que tu peux avoir, ou dans le textile, et est-ce que tu peux avoir d'autres activités locales qui soient plus grandes? Voilà, donc toutes ces questions de contagion positive. Alors, tout ce qu'on fait, on le partage. Donc, on est un peu inspirant et on est beaucoup inspiré. Cette inspiration, nous, on n'a pas de référence ou de gars ou de meufs qu'on admire. Enfin, en fait, on s'intéresse à tout et à tout le monde. Une remarque d'un enfant dans un magasin peut nous faire tilt sur ah oui, putain, on n'est pas clair là-dessus, il faudrait qu'on progresse là-dessus. Donc, en fait, en gros, on écoute tout le monde pour avoir tous les signaux faibles et on n'écoute personne pour tester tout, remonter au problème racine, justement, et du coup, aller sur ces chemins qui font sens pour nous. Mais est-ce que tu entraînes des gens derrière toi? Voilà, c'est Oui, plein. d'autres boîtes à Romans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une Oui. ébullition? Oh, et même Oui, hors de romans. Moi, je sais que pour nous, on a travaillé avec le slip français et Guillaume dit clairement qu'il puise beaucoup d'inspiration dans ton travail. Lequel travail, d'ailleurs, a été quand même beaucoup, beaucoup mis en lumière à l'occasion de la crise sanitaire, puisque vous avez été les premiers à mobiliser vos ateliers pour faire des masques. C'est l'idée d'utiliser, on a vu d'ailleurs l'intérêt d'avoir un outil de production en France, parce qu'on pouvait répondre à un besoin urgent. Et toi, tu as été le premier dans l'industrie textile à être mobilisé là-dessus. Est-ce que tu crois que la crise, d'ailleurs, c'est peut-être une question aussi, va booster le modèle de développement et favoriser, entre guillemets, la contagion positive dont parlait Anne? Oui, la crise, c'est un accélérateur. Et du coup, ça accélère le mur pour ceux qui étaient sur le mauvais chemin, mais ils ont encore le temps de bouger. Et ça accélère les opportunités pour ceux qui sont sur le bon chemin. Et, et ce qui est injuste, c'est que pour ceux qui sont partis d'une feuille blanche comme nous, c'est beaucoup plus facile que pour ceux qui ont des habitudes à changer. Donc notre devoir, nous, c'est de partager ce qu'on a créé avec 1083. Et les astuces qui ont marché avec 1083, ça ne marche pas pour tous les domaines. Certainement, je ne connais pas les autres domaines. Mais cette façon de penser, elle a tellement été vertueuse et riche pour 1083 que je la partage au maximum pour que, au plus vite, les uns les autres vivent toutes les vertus qu'on y a trouvées. Et après, chacun dans son domaine est beaucoup plus compétent que nous, finalement, pour faire ces changements. Ce que j'ai compris aussi, c'est que dans une boîte, finalement, le patron, c'est le plafond de verre de la boîte. Et du coup, si nous-mêmes, finalement, on traîne sur ces sujets-là, où on résiste à ces changements inéluctables, eh ben, on fait perdre du temps à tout le monde. Donc, on n'a pas le droit de résister. Tout ce qui s'imposera à tous, tout ce qui est inéluctable, autant en être les précurseurs plutôt que de subir et d'être à la traîne et d'être les ringards de ces sujets-là. Donc, plus tard on s'y met, plus on y perd en quelque sorte. Et en réalité, il n'y a que le patron finalement qui peut être le. En fait, le patron, il peut être le frein de tout ça. Et donc, moi, je ne veux pas être un frein de ma boîte, quoi. C'est horrible. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça demande pour chaque décideur de ne pas chercher à résister, en fait, d'accompagner, de suivre. Et donc, oui, on est inspirant, mais c'est réciproque. Avec Guillaume, il nous inspire sur plein de sujets et on l'inspire sur plein de sujets. Ce qui est génial par rapport au moment où l'éthique, le commerce équitable, le bio, c'était marginal, aujourd'hui, ça devient mainstream. Et donc, on a comme un sentiment que ce monde de demain, il est atomisé dans la société, c'est-à-dire que certains dirigeants sont pas loin de penser de manière aussi radicale que des gars dans la map du coin. Mais chacun est dans son camp, des entrepreneurs, des associations, des gens de gauche, des gens de droite. On est tous atomisés avec des points de départ différents, mais on va tous au même endroit aujourd'hui. Et donc, Guillaume, on a des histoires complètement différentes. Lui, école de commerce, start-up, moi, commerçant, informaticien, à Romans-sur-Isère. En fait, on a des points différents. On va tous les deux là. Et du coup, moi, je l'inspire sur c'est des sujets où on est fort, certainement.
Et lui, il nous inspire vachement sur les sujets où il est fort. Donc, en fait, peu importe le point de départ de chacun, ce qui est puissant en ce moment, c'est qu'on partage la même vision. Le problème, c'est que cette vision, elle n'a pas de nom. Ça s'appelle capitalisme pour celle d'avant. La nouvelle vision, elle n'a pas de nom, donc on n'arrive pas à voir qu'on est vraiment dans le même camp. Mais en fait, tout le monde, grande entreprise, petite entreprise, homme, femme, jeune, vieux, on se dit, tiens, il faut qu'on change quelque chose là. Et Antoine demande s'il y a des actionnaires ou des investisseurs ou si tu es indépendant. Non, alors je suis actionnaire majoritaire à 54% personnellement. Avec mes frères, on est à 70%. Et j'ai 3 fonds d'investissement dans l'entreprise, le Crédit Agricole, un fonds Impact, INCO, et une fondation de Jean-Sébastien Decaux, Terre et Fils. Et du coup, tous ces gens-là, on a fait une levée de fonds un peu particulière où on a capé les revenus de nos investisseurs et ils ont compris le sens de tout ça, donc ils s'inscrivent dans la même démarche. Et même, ça les fait cheminer eux aussi. Donc l'ambition, c'est de continuer de grandir, mais pas de grandir pour grandir, de grandir pour faire baisser notre marché. En gros, si on veut que les gens ils arrêtent de consommer 88 millions de jeans, et ben en fait, il faut qu'on leur propose autre chose de mieux et qui les engage à moins consommer. Donc du coup, faire des produits de meilleure qualité, qui les touchent et qu'ils ont envie de porter longtemps. Et donc ça va croître. Et le business traditionnel, le but, c'est qu'il décroisse. Et moi, j'aime pas le mot décroissance. J'aime le mot réduction, un peu comme en cuisine. Quand on réduit une sauce ou un jus, et ben en fait, on en garde l'essentiel, le meilleur. Mais c'est pas que tout disparaît, c'est qu'on garde le meilleur. Et donc, c'est le moins, mais mieux. Ça me paraît une bonne conclusion, ça. Et pour tous ceux qui se posent la question pratique de mais où est-ce qu'on les trouve, les jeans, etc., j'imagine qu'il y a tout sur ton site. Oui, 1083.fr. On a plein de revendeurs qui commencent à faire du click and collect. Mais sinon, 1083.fr, voilà, il y a tout ce que l'on construit. Super, merci beaucoup Thomas. Moi qui adore le modèle économique local, je suis hyper servi par ton témoignage. Et de plein de façons, ça fait vraiment écho de manière intéressante à ce que disait Thomas Danzambourg quand tu disais sur le rôle du décideur, etc. Je me disais, en fait, il faudrait mettre devant les bureaux des PDG la chaise du discernement dont parlait Thomas Danzambourg tout à l'heure. Et hop, le tour est joué. Et ce qui fera référence aussi aux présentations de demain, puisque tu te réfères beaucoup à la mission, à l'intuition, à l'intelligence émotionnelle, et puis on voit qu'effectivement, c'est des projets que tu portes et pas qui sont rationnels, mais qui sont inscrits dans ton cœur, dans tes tripes. Et on va beaucoup parler de ça. C'est la seule façon de faire une innovation réelle, authentique, sincère et durable, à mon avis. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Thomas. Voilà, merci un entrepreneur qu'on a envie de suivre, clairement. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre accueil. Juste pour répondre à Elodie, on peut faire des tabliers, des torchons recyclés. C'est le projet qu'on a avec le linge de maison. Donc, tous ceux qui sont intéressés par produire, proposer des produits d'économie circulaire, infinie ou recyclés, contactez-moi. Je vais donner à Elodie ton portable et vous ferez affaire. Ça marche. Ciao. Merci à tous. Merci, Bonne journée. Thomas. Merci. Ciao. À bientôt. Voilà, maintenant,